Donc bonjour à tous, je suis Marie Viseau, je suis journaliste au Figaro, j'ai le plaisir d'animer cette session ce matin. Session intitulée « Reconstruire la confiance dans le système de santé », sujet passionnant qui évidemment nous concerne tous. En plus, on ne pouvait être plus dans l'actualité avec ce sujet passionnant, entre la récurrence de quelques scandales sanitaires d'envergure, le Mediator par exemple, et puis le mouvement anti-vaccin qui est très 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 prégnant en ce moment. Alors cette méfiance dont on va parler dans un événement qui pourtant est consacré à la confiance, est-ce qu'elle est liée à un manque d'information? Est-ce qu'elle est liée à une mauvaise perception? Voilà, c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre ce matin. On a avec nous autour de cette table Frédéric Collet, qui sera dès la semaine prochaine président du LEM. Bravo. Béatrice Néré, qui est directrice Europe du Sud de la Fondation Gates, Jacques Volkmann, qui est responsable de la R&D en France du laboratoire Sanofi, et Jean-David Zetoun, qui est médecin et entrepreneur. Et avec moi pour co-animer cette table ronde, du Cercle des économistes, le grand spécialiste économiste de la santé, Pierre-Yves Geoffard, qui aura le plaisir d'introduire et peut-être de conclure cette table ronde et de répondre à toutes vos questions. Préparez vos questions. Cette session, elle est faite pour vous aussi. N'hésitez pas. Prenez la parole. Il y aura un micro qui va se balader. Voilà, encore une fois, ce sujet nous concerne et vous concerne tous. Donc, je donne juste un petit chiffre et j'arrête en introduction, le temps de laisser tout le monde s'installer. Il y a un chiffre qui vient d'un baromètre du LEM, d'ailleurs, qui nous rappelle que ça fait quand même quelques années que le niveau de confiance dans les médicaments baisse. Eh bien, ça y est, il se stabilise. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Aujourd'hui, les 3/4 des Français ont confiance dans les médicaments. Je passe la parole tout de suite à Pierre-Yves Geoffard. Merci, bonjour à toutes et tous. C'est bien de commencer sur une nouvelle plutôt bonne, parce que la question de la confiance au sein du système de santé se pose. On a eu un certain nombre de crises, comme Marie l'a rappelé. On pense à l'affaire du Mediator, qui n'était pas si ancienne. Plus récemment, l'affaire du Levothyrox. Et ça, à chaque fois, ce sont en tout cas pour le Levothyrox, c'est très compliqué d'identifier les responsabilités, c'est assez diffus et on voit que on ne sait pas forcément très bien d'où sont venus les problèmes. Mais le résultat, c'est qu'il y a, il me semble, un effet assez délétère de ce genre d'affaires sur la confiance que les uns peuvent éprouver envers les autres. Alors, quelques éléments. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une demande de transparence qui est sans doute accrue, demande de transparence vis-à-vis des autorités sanitaires. Pourquoi sont prises telle ou telle décision? Comment sont-elles prises? Est-ce que les patients doivent ou pourraient y être davantage associés? Donc ça, c'est un mouvement qui est un peu en marche, qui ne va pas de soi. Sa pertinence ne va pas de soi non plus, mais en tout cas, c'est un mouvement qui semble aller dans le sens de mettre en place des outils potentiellement pour construire davantage de confiance. Il y a également des demandes de transparence accrues vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, à la fois sur la qualité des médicaments, sur leur efficacité, mais aussi, et de plus en plus, et là ce sont des demandes qui montent, sur les prix et sur les coûts de développement et de recherche, à tort ou à raison d'ailleurs, on pourrait peut-être revenir là-dessus, mais en tout cas, on sent que ces créations, ces systèmes de confiance sont toujours en perpétuelle évolution. Alors, la question de la confiance aussi se pose entre les différents intervenants du système de santé. C'est-à-dire que si on dit qu'on a en gros les financeurs qui sont l'assurance sociale, les assurances sociales ou les assurances privées, en France la Sécu et les complémentaires, les autorités de santé, les producteurs de soins ou producteurs de biens et de médicaments, et les patients, vous voyez que vous avez une multitude de relations entre ces différents acteurs qui peut ou non mobiliser des relations de confiance.
La relation de confiance étant une solution partielle au problème d'asymétrie d'information entre différents acteurs. Si vous voulez interagir avec une autre personne ou une autre institution que vous, et qu'elle a une information différente, qu'elle a une information potentiellement supérieure, eh bien, si on n'a pas un minimum de confiance dans le fait que cette personne n'utilisera pas cette information à votre détriment, ça peut pénaliser évidemment la qualité des échanges. Donc, quelques éléments aussi sur la confiance. La confiance, elle est symétrique ou elle n'est pas. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement se poser la question pourquoi tel type d'acteurs, pourquoi les patients n'ont plus confiance dans l'industrie pharmaceutique. D'abord, ce n'est pas si vrai, comme on l'a dit, mais il faut aussi se poser la question symétrique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait confiance aux patients? Et je crois que l'affaire du lévothyrox, elle a révélé ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de patients qui avaient qui avaient reçu la nouvelle formule du lévothyrox, qui ont signalé des problèmes qu'ils ou elles ressentaient, et cette voix n'a pas forcément été entendue comme elle aurait pu et comme elle aurait dû l'être. Et donc il ne faut pas s'étonner non plus forcément que si on ne fait pas confiance, eh bien si on ne nous fait pas confiance, on n'aura pas forcément tendance à faire confiance à l'autre non plus. Et c'est particulièrement un autre élément sur la confiance aussi, c'est qu'elle se construit goutte à goutte. La confiance se construit lentement, se construit très progressivement, mais elle est très fragile. Hein, elle se construit goutte à goutte, mais elle se détruit à grands sauts. C'est-à-dire qu'il suffit parfois d'un seul événement mauvais pour détruire une relation de confiance qui a mis des années à s'établir. Bon, voilà. Donc ça, ce sont les éléments sur lesquels on va revenir dans le débat. Donc, quelles sont les menaces de la confiance? Mais on peut voir la question différemment. C'est-à-dire, quels sont les déterminants de la confiance? On sait aussi qu'il y a des choses qui permettent d'améliorer la situation de ce point de vue-là. Et on est tous convaincus que ça peut, le manque de confiance, la méfiance, la défiance n'est pas une fatalité et qu'on peut tous agir pour essayer d'améliorer la situation. Merci beaucoup. Frédéric Collet, je vous ai vu approuver de la tête quand Pierre-Yves Geoffard disait la confiance se construit goutte à goutte. Oui. Et pour vous, la confiance, c'est un enjeu primordial. Oui, ça marche. Oui, effectivement, j'approuvais et je trouve que le débat est passionnant. Le débat est passionnant parce qu'il pose exactement le sujet. En fait, c'est un vrai cas d'école, c'est bien d'être à l'université pour discuter de ça, parce que on pourrait appeler ça le paradoxe de la santé. Et le paradoxe de la santé, il repose sur une situation qui est extraordinaire, c'est que jamais, nous n'avons été capables de faire et de tenir les promesses que nous faisons aujourd'hui. Jamais. Et je vais y revenir, mais jamais la science, jamais la technologie, jamais notre environnement n'a été aussi fertile pour faire et tenir les promesses que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Et pourtant, ceux qui font les promesses ne sont pas reconnus à cette hauteur-là. Et quand on parle, j'aime mieux qu'on parle d'ailleurs des entreprises de santé que de l'industrie du médicament, et pourtant quand on parle de ces entreprises, effectivement, on voit ce paradoxe entre la promesse qu'elles sont capables de faire et la réputation qui est la leur. Et je voudrais juste revenir 2 minutes sur ce qu'on devrait appeler sur les promesses que nous faisons, et ce qu'on devrait appeler une sorte de liste d'émerveillement. Juste quelques éléments, je ne vais pas y revenir, et puis Jacques reviendra certainement plus en détail sur le sujet. Mais rappelons-nous, aujourd'hui, nous pouvons guérir 8 enfants sur 10 de leur cancer. C'était moins d'1 sur 5 il y a encore quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, 3 personnes sur 5 qui sont diagnostiquées avec un cancer ont une espérance de vie de plus de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons guéri, nous contrôlons l'hépatite C qui représente à peu près 15 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous sommes capables de guérir certaines maladies extrêmement invalidantes dans des sujets extrêmement variés. On voyait encore quelques chiffres et quelques articles hier concernant le sida et les espoirs sur le sida. Et donc, effectivement, aujourd'hui, jamais la promesse n'a été aussi forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette promesse médicale et scientifique, on voit par exemple que la science évolue également. La microfluidique fait qu'en 20 minutes, avec une goutte de sang,
on est capable de détecter des maladies infectieuses, le sida, l'hépatite C, l'hépatite B et d'autres maladies, en 20 minutes, là où le diagnostic était beaucoup plus long dans le passé. Aujourd'hui, on parle des ciseaux moléculaires qui nous permettent de rentrer encore plus dans le détail et de faire en sorte qu'on va écarter un gène déficient pour le remplacer par un gène sain. Et ce qui est intéressant, c'est que cette promesse que nous sommes capables de faire, elle n'est pas simplement médicale et scientifique. Aujourd'hui, de plus en plus, elle est technologique. Elle est technologique et elle fait qu'effectivement, nous sommes capables d'apporter des solutions. Et la technologie, la data, elle est tout au long de la chaîne de développement du médicament. Depuis les instants de la recherche primaire, la sélection des patients, des diagnostics, des traitements et des essais cliniques, jusqu'enfin à la vraie vie. Mais elle est également dans des domaines complètement variés. Aujourd'hui, je prends un exemple, je le disais dans un article, nous sommes capables, par exemple, dans des pays reculés, je pense en Afrique, par exemple, notamment au Rwanda, de faire en sorte que les patients vont pouvoir être livrés d'une poche de sang ou d'un traitement contre la drépanocytose en quelques heures par un drone. Là où il fallait évidemment des jours, voire des journées entières pour pouvoir rendre ces traitements disponibles. Et là, c'est intéressant, c'est que quand on parle de l'évolution scientifique, médicale, technologique, il faut aussi avoir en tête que quand bien même ce n'est pas parfait, elle concerne tout le monde, les pays les plus développés, aux systèmes de santé les plus matures, c'est un fait, la France en fait partie, mais également, aujourd'hui, nous avons à peu près éradiqué la variole, la polio, que nous sommes en train d'éradiquer la lèpre, et qu'aujourd'hui, dans le domaine de la malaria, quand bien même ce n'est pas parfait, les patients qui ont besoin de ces traitements, en très grande partie, vont en bénéficier dans des conditions qui sont uniques. Donc c'est intéressant d'avoir ces éléments-là en tête, et la liste des promesses pourrait encore s'allonger. Et ce sont des promesses auxquelles on ne peut pas s'habituer. Juste un tout petit exemple. Je visitais, il y a 15 jours, une usine de biotech. Aujourd'hui, la biotech, c'est devenu un élément de langage. Oui, on fait de la biotech. Mais est-ce qu'on sait de quoi on parle ? Une usine de biotech, c'est simplement un endroit dans lequel on demande à des molécules vivantes, à des cellules vivantes, de fabriquer des molécules que nous ne sommes pas capables de fabriquer par génie chimique. Et après ça, une fois que la cellule aura fabriqué des anticorps monoclonaux, par exemple, donc des grosses molécules complexes avec une action extrêmement pointue, non seulement on va les fabriquer, mais en plus on va leur demander de se multiplier, de se purifier, et on va les mettre à la disposition des patients. On s'habitue à ça. C'est exactement, je faisais l'allusion tout à l'heure, comme sur notre iPhone. On dit notre iPhone aujourd'hui a probablement plus de technologie que la première fusée Apollo. Et je pense qu'on s'est habitué à ça. Et en fait, ça m'amène à la réflexion de se dire, je pense à une réflexion d'André Comte-Sponville qui disait « Nous sommes passés d'un moment où la santé était une chance à un moment où la santé est devenue un droit. » Et dans ces conditions, tout nous est dû, et c'est normal que nous ayons des attentes très fortes, mais pour autant, nous en avons perdu ce sens incroyable de l'émerveillement et de la complexité de ce que nous sommes. Est-ce que nous savons que sur 10 000 candidats, un seul produit deviendra une seule molécule deviendra un médicament? Est-ce que nous oublions que pour libérer une molécule, ce que font les pharmaciens, il faut entre 100 et 500 tests qualitatifs tout au long de la chaîne. Donc on s'habitue à l'extraordinaire. Et pour autant, vous avez raison, et effectivement, Pierre-Yves le rappelait, notre réputation est quand même très questionnée. Et si les Français ont confiance dans le médicament, 80% d'entre eux, en revanche, les entreprises qui le fabriquent ont une confiance de à peu près 50, ce qui les situe entre... C'est un peu mieux que la banque, c'est un peu moins bien que l'automobile, et c'est beaucoup mieux que le nucléaire. Mais voilà à peu près notre benchmark. Donc c'est quand même intéressant, malgré la promesse que nous faisons, et malgré le fait que cette promesse, elle a ce site particulier, qu'elle touche chacun d'entre nous intimement. C'est notre vie, notre santé, celle de nos proches, celle de ceux que nous aimons. Et pour autant, encore une fois, à peu près les Français disent oui, ce que vous faites est formidable, mais la façon dont vous le faites est questionnable, et à peu près 40%, vos pratiques, votre transparence n'est pas à la hauteur. Et donc ça m'amène à cette forme à cette conclusion qui est de se dire plus la promesse est élevée, et plus nous devons monter le niveau d'exigence sur celui qui tient la promesse et celui qui l'a fait. Et quand bien même nous sommes probablement, avec la banque,
le secteur industriel, le secteur économique le plus contrôlé. Dès que le moindre crayon, la moindre tasse de café que vous offrez à un médecin doit être déclaré sur le site de la transparence. Donc je rappelle qu'il est accessible à tout citoyen. Donc la transparence, elle est absolue. Il n'y a pas d'opacité sur cette transparence. Et pourtant, je pense que nous devons aller plus loin. Et il y a 3 éléments que j'ai en tête. Le premier, c'est que, encore une fois, pour tenir cette promesse, d'une part, celui qui l'a fait doit être parfaitement crédible et donc doit s'assurer de faire cet effort de transparence. La deuxième chose, c'est qu'il doit être particulièrement explicite, et ce que j'ai évoqué très rapidement, doit être explicité encore plus pour montrer à quel point la promesse est extraordinaire et on ne peut pas s'y habituer. Et la troisième chose, c'est que plus la promesse est importante, plus la mesure de cette promesse doit être à la hauteur. C'est ce que nous faisons de plus en plus, notamment dans ce qu'on appelle les essais de vraie vie, le monitoring du patient dans le temps. Mais nous devons nous engager également à mesurer et à proposer, à expliciter la nature, la façon dont nous contrôlons que la promesse est bien tenue, pas simplement sur le traitement, mais également sur l'ensemble du parcours de soins du patient. Merci beaucoup pour cette théorie de la promesse qui finalement a tant d'impact concret sur les vies quotidiennes. On va faire un petit détour avec Béatrice Néré de la Fondation Gates vers des pays qui n'ont pas les mêmes systèmes de santé qui fonctionnent aussi bien que les nôtres, qui ont souvent des ressources beaucoup plus faibles. Expliquez-nous ce qui se passe en Afrique, Béatrice. Merci Marie. Oui, vous l'avez un petit peu évoqué sur certains aspects d'avancées médicales et technologiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à un triple défi. Le premier, évidemment, sanitaire, avec des décès, notamment en majeure partie dus au moment de l'accouchement et pour les enfants de moins de 5 ans. Ce qui va entraîner un manque de confiance justement en l'avenir assez important. Le deuxième, démographique. D'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler. Le troisième, climatique, qui a aussi une incidence sur les systèmes de santé parce que la résilience très fragile aujourd'hui des populations dans les pays d'Afrique, quand on est déjà à des températures de 45 ou 50 degrés, vous imaginez bien qu'un réchauffement ou qu'un changement climatique peut les faire basculer dans une situation absolument de précarité extrême. La question de la confiance est au cœur de tous ces 3 défis. Et même si jamais il y a encore beaucoup à faire, pour reprendre la liste d'émerveillements que vous avez donnée, je pense que c'est important de voir sur le temps long, depuis 1990, d'énormes progrès qui ont été réalisés, et notamment aussi en Afrique. Je vais vous donner 3 indicateurs. Le premier, la mortalité infantile a été divisée par 2 depuis 1990. En 90, 12 millions d'enfants mouraient. Aujourd'hui, c'est 6 millions. C'est beaucoup trop, mais c'est déjà 2 fois moins. Pareil pour la mortalité maternelle, pareil pour l'épidémie de sida. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ces progrès ? Par des interventions très spécifiques sur l'accouchement, sur permettre aux femmes, par exemple, d'avoir une personne qui puisse empêcher les hémorragies qui entraînent des morts dans les 2 à 5 minutes, en donnant des vaccins très importants pour la survie des enfants de moins de 5 ans, en donnant accès aux femmes et aux familles à une contraception, à une manière de prévoir l'arrivée des enfants, afin que justement les femmes ne meurent pas en couche et qu'on puisse arriver à garder en vie ces enfants de moins de 5 ans. Pourquoi la confiance est capitale dans chacune de ces interventions ? Parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, on touche à des moments de la vie de chacune de ces personnes capitaux. On donne la vie, on meurt, on protège son enfant. Ce sont des choses qui sont intimement liées à une culture, à des rites dans lesquels il est des fois très très compliqué d'insérer une personne étrangère, un soin qui n'a pas été pratiqué avant, et de l'insérer comme cela.
Moi, je trouve que dans toutes nos interventions, ce qui a été le plus important pour la réussite dans la construction de la confiance, ça a d'abord été le temps, c'est-à-dire que bien sûr, on peut des fois et on doit agir dans l'urgence, mais c'est surtout parce qu'on va aller construire dans le temps des systèmes de santé qui vont faire que justement, depuis 1990, 2 fois moins d'enfants meurent, que du coup, la confiance va se créer. La deuxième, c'est évidemment de remettre les relations humaines au cœur de tout ça, que tous les acteurs, comme vous le disiez, puissent s'agglomérer vers un même objectif. Donc, par exemple, je donne un exemple, pour l'accès à la contraception, il a été capital de faire appel aux leaders religieux. On ne pouvait pas imaginer en Afrique s'attaquer à cette question-là sans discuter et faire en sorte que ce soit accepté et même recommandé par des personnes qui ont la confiance déjà des populations touchées. Le troisième, c'est de ne pas opposer savoir ancestral et technologie. Vous l'avez rappelé, la chaîne logistique aujourd'hui est assurée dans beaucoup de pays d'Afrique par des drones, chose qu'en Europe, on n'aurait pas l'idée de faire, même dans les ruralités les plus éloignées. Et enfin, bien sûr, dans toute cette question-là, les femmes et les jeunes filles vont être l'acteur de changement réel de toutes les questions de santé, et notamment en Afrique, parce qu'elles sont au départ des causes potentielles de mortalité dans ces pays. Donc de pouvoir mettre en place une éducation qui permette aux jeunes filles de connaître leur corps, pouvoir faire leurs propres choix, et protéger leur famille et être sensibilisés à certaines choses qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en place. C'est très important. Encore un exemple, juste un tout petit, le lait maternisé. Le lait maternisé est considéré dans beaucoup de pays africains comme un progrès et la meilleure manière de nourrir son enfant. Simplement, en Afrique, quand l'accès à l'eau potable et a fortiori la stérilisation des biberons est très compliquée, voire impossible, le lait maternisé devient un danger très important. Et à l'opposé, l'allaitement et le soin peau à peau donnent 85% de chances de survie aux nourrissons quand ils viennent de naître. Et donc, effectivement, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on arrivait vers un même objectif, mettre autour de la table les différents acteurs qui vont chacun jouer leur rôle, là, on arrivait à des résultats incroyables qui amenaient une confiance dans le temps. Donc, quand on arrive à demander aux femmes quel contraceptif elles préfèrent avoir, est-ce que c'est une pilule, est-ce que c'est un implant, qu'elles nous disent, à ma grande surprise, moi, européenne, que en fait, c'est un implant de 3 ans qu'elles veulent parce qu'elles ne vont pas avoir besoin d'aller prendre une pilule chaque jour et qu'on va chercher le laboratoire pharmaceutique qui va pouvoir développer cet implant-là et qu'on va aller voir les gouvernements et qu'on va leur dire, vous avez 200 millions de femmes en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest qui demandent des contraceptifs et qui n'y ont pas accès. Quels sont les moyens que vous allez pouvoir mettre sur la table avec notre aide, bien sûr, mais aussi vos propres ressources. Quand on va voir les ONG et on va leur dire, voilà, il va falloir pouvoir expliquer comment ça se passe. Vraiment, tous ces acteurs qui vont chacun jouer leur rôle, les médias qui vont bien sûr avoir un rôle d'alerte, mais aussi un rôle de sensibilisation, y compris par rapport aux jeunes dans les nouveaux médias qu'on connaît aujourd'hui. C'est uniquement parce que chacun pourra jouer son rôle qu'on pourra avoir un système de confiance pérenne. Merci beaucoup Béatrice pour cette présentation qui nous permet de nous rendre compte que la confiance est quand même très relative en fonction de nous, Européennes, comme vous disiez, par rapport à ce qui se passe sur d'autres continents. Donc on revient un petit peu vers chez nous, Jacques Volkmann. On parlait tout à l'heure de la transparence. Frédéric Collet parlait de l'importance de la transparence, y compris de son crayon, de son café offert à un médecin. C'est vrai que la transparence, pour vous, c'est un enjeu capital pour vous, laboratoire pharmaceutique. Alors, je voudrais revenir, en effet, c'est rebondir sur le terme qui a été utilisé tout à l'heure de paradoxe, mais un petit peu sous un autre angle.
et en particulier de parler de la transparence. C'est vrai que industriels, travaillant dans le domaine de la santé, en recherche et en développement, on est face à un paradoxe qui est parfois difficile, ou une équation qui est difficile à résoudre, et qui évidemment est liée à cette problématique d'écart d'information, et donc qui génère cette confiance, en tout cas cette perte de confiance. Alors, si on regarde ce paradoxe, c'est qu'en effet, il y a un certain nombre d'éléments qui vont générer cette absence de confiance. On est d'abord dans un métier qui est un peu difficile à expliquer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans un environnement technologique où, avec un certain nombre de choses, c'est pas si simple que ça d'expliquer les choses. La simple notion de bénéfice-risque, alors c'est assez facile à expliquer intellectuellement, mais enfin pour la vaste majorité, c'est pas quelque chose de très simple. Donc on est sur des concepts qui sont compliqués. Le deuxième élément qui aussi génère alors je ne sais pas si je dois dire de la suspicion, mais en tout cas un questionnement sur la confiance, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. Alors la vitesse dans le domaine médical, dans le domaine scientifique à laquelle vont les choses est juste impressionnante. Enfin, on le sait tous, ou en tout cas on le sait tous intuitivement, mais ça génère aussi des questionnements. Je vais vous prendre un exemple. Alors on parle beaucoup du génome. Dans les années 70, début des années 70, Monod, le prix Nobel français de médecine, fait ce statement qui est on n'arrivera jamais à percer les secrets de l'ADN en 71. Jamais. Alors, c'est pas exactement son terme, mais c'est ça. C'était la personne, prix Nobel de médecine, qui connaissait le mieux le sujet. 2 ans plus tard, on commence à découper l'ADN en morceaux. Et début des années 90, on lance le grand programme de séquençage du génome humain. Ça prend 10 ans, ça coûte plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est des grosses usines. Au bout de 10 ans, on est capable de le faire en quelques mois. Et aujourd'hui, si vous avez peut-être fait ça à Noël, vous pouvez offrir votre génome ou un génome à votre famille. Et ça coûte, alors ça dépend où vous allez, mais 150 $ ou 150 €, ça coûte très peu. Et ça se fait en très peu de temps. C'est juste une illustration, mais les choses vont très très vite. Et donc il faut capturer cette information-là, et c'est pas forcément facile. Donc ça amène de la complexité et donc parfois du questionnement. On a des processus qui sont complexes, ça a été très bien illustré tout à l'heure. Donc c'est complexe, tout ça est complexe, et pourtant donc la promesse se fait attendre. Alors je voudrais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué de développer un médicament, ça prend du temps. Alors on est dans le monde de l'immédiateté, on est dans le monde de l'information immédiate. Développer un médicament, c'est 15 ans, et encore si on a de la chance. On mentionnait tout à l'heure 100 000 molécules screenées au départ, ça peut être parfois même des millions de molécules. Vous partez de millions de molécules, vous arrivez à 200 molécules qui sont testées en préclinique, c'est-à-dire en toxicologie, puis ensuite si vous avez un peu de chance, vous en mettez 10 en expérimentation, en essai clinique, et puis si vous avez vraiment de la chance, vous en avez une qui arrive au bout. Tout ça, ça prend 15 ans, mais c'est long, c'est très long. Donc cette promesse, elle est compliquée aussi à matérialiser, donc ça amène aussi des éléments, je dirais des éléments importants. Et puis il y a l'aspect, je voudrais juste mentionner, parce personne ne l'a mentionné, on a aussi une spécificité française. Quand on regarde les niveaux de confiance, alors je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus, mais c'est vrai que sur la vaccination ou l'hésitation vaccinale, par exemple, on voit que la population française, par rapport à la population européenne, par rapport à la population sud-américaine ou nord-américaine, etc., est toujours un petit peu en dessous. Donc on a aussi une problématique, je dirais, française qui est associée à ça. Donc ça, c'est le côté... Et le paradoxe, c'est que sur ces différents domaines, on a une transparence et un accès à l'information qui est juste incroyable. Il y a eu quelques illustrations, mais je vais en prendre quelques autres. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, tous les essais cliniques qui sont disponibles sur Internet, vous pouvez savoir qui fait quoi, sur quelle population, combien de temps ça prend et quels sont les résultats. On n'avait pas ça il y a 20 ans, on a ça aujourd'hui. Donc on a un niveau d'accès à l'information qui est juste incroyable. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Pareil sur la connaissance, je vous disais, c'est difficile de comprendre, mais il suffit de taper sur Google et vous avez de l'information sur qu'est-ce que ça veut dire séquençage du génome, qu'est-ce que ça veut dire CRISPR-Cas9. Alors c'est compliqué, on en parle beaucoup dans les médias, c'est un nouvel outil pour découper l'ADN, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous cherchez, vous trouvez. Et en général, vous trouvez quelque chose qui est assez explicité. Puis on a aussi une population qui a, dans son niveau d'éducation, a augmenté, donc on a une population qui arrive à accéder plus facilement à cette information. Donc ça génère un paradoxe qui est assez surprenant, hein. Et comment on sort de ce paradoxe? Il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Et les bonnes nouvelles, c'est quoi? Les bonnes nouvelles, c'est que, bon, évidemment, on est face à une révolution thérapeutique. Et ça a été mentionné tout à l'heure, une révolution thérapeutique plus vers la
personnalisation des choses. Alors, il y a une explosion technologique, je parlais du séquençage tout à l'heure, c'est juste dans les laboratoires quelque chose d'absolument incroyable. C'est une technologie de tous les jours, hein, c'est plus du tout des usines et des milliers, des centaines de milliers de mètres carrés. Aujourd'hui, ça se fait dans des petits équipements qui sont gros comme une télévision, gros comme un micro-ondes. Et donc, il y a une accélération, et cette accélération, elle permet de cibler plus et de mieux comprendre les populations, les caractéristiques qui sont associées aux individus. Alors ça, c'est une bonne nouvelle en termes de confiance, parce qu'on parle plus de population, des choses un petit peu nébuleuses pour le commun des mortels, mais on peut commencer à parler de moi, de vous, ou en tout cas d'un groupe de personnes qui me ressemblent beaucoup plus. Donc c'est par exemple tous les biomarqueurs. Des progrès absolument incroyables ont été faits sur la connaissance des pathologies. D'ailleurs, ça a permis de reclassifier les pathologies. Donc, vous comprenez mieux les pathologies, vous avez des biomarqueurs, et vous savez dire, monsieur X ou madame Y, elle a tel profil de biomarqueur, et donc elle est plutôt dans cette catégorie. Et donc, je vais pouvoir mieux développer le médicament pour elle ou pour lui, et je vais pouvoir mieux lui expliquer. Ça, c'est un élément extrêmement important qui, je pense, devrait nous... Donc, on est face à une révolution technologique et thérapeutique qui doit nous amener vers, évidemment, plus de transparence, mais surtout plus de... Et qu'est-ce qui me parle à moi, moi qui ai la pathologie X ou Y. Le deuxième élément, c'est les patients, évidemment. Et là aussi, je pense qu'il y a vraiment des éléments. Comment on associe plus les patients? Alors, mea culpa, ce n'est pas une notion qui est arrivée il y a 50 ans. Hein. On commence à se dire qu'il faut aller discuter avec les patients, alors que ce soit le monde médical ou que ce soit le monde pharmaceutique, qui a démarré il n'y a pas tellement longtemps. Mais alors, c'est extrêmement enthousiasmant, puisqu'on a maintenant, dans un certain nombre de mécanismes, des associations de patients, des patients qui viennent donner leur avis, qui viennent dire « mais moi, j'ai besoin de ça, je voudrais ça, pourquoi vous faites ça, je ne comprends pas », on explique, et il y a un dialogue qui s'instaure. Un exemple, il y a des programmes européens de recherche qui s'appellent les programmes IMI, sur différents sujets, en cancéro, en vaccinaux, enfin tous les domaines thérapeutiques que vous pouvez imaginer. Et donc, par design, quand on monte un consortium comme ça européen, il y a des associations de patients qui viennent et qui sont dans les comités de pilotage et qui disent « mais attendez, ce que vous êtes en train de faire, je ne comprends pas, expliquez-moi ». Et donc, voilà, c'est juste un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça où on voit que le patient revient au cœur de l'histoire. Alors, il l'était évidemment, mais il n'était pas forcément facialement, si je puis dire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça, je peux en attester directement. Vous voyez des gens qui vous disent « mais je comprends mieux ce que vous faites ». C'est extrêmement important. Alors, on n'est pas au bout de l'histoire, mais... La troisième bonne nouvelle, et je pense que c'est aussi un élément d'espoir, ou d'espérance en tout cas, voilà, le temps est écoulé, c'est j'en finis. C'est la révolution digitale ou ce qui va autour de tout ça. Alors, un peu comme la révolution technologique, je vous parlais du séquençage tout à l'heure. Entre parenthèses, le séquençage, parfois, c'est juste un miracle, hein. C'est miraculeux. La thérapie génique dont on entend parler une fois par an à la télé lors du Téléthon, c'est vraiment certains aveugles voient, certains paralytiques se lèvent et marchent. J'ai vu des gamins qui avaient une vie prévue sur une chaise roulante qui se lèvent et puis quelques semaines après, ils se lèvent et ils jouent au ballon. Mais je peux vous dire que quand vous voyez ça, d'abord les bras vous en tombent et vous dites ce qu'on a bricolé dans le laboratoire, ça valait la peine de le faire. Et je finis sur la révolution digitale. Bon, on a accès maintenant à énormément de données. Il faut évidemment les traiter de la meilleure manière et de la manière la plus professionnelle et la plus éthique possible, c'est sûr. Mais avec ces données-là, on peut être beaucoup plus intelligent dans la manière dont on conduit nos recherches. On peut être beaucoup plus intelligent dans la manière dont on cible nos études cliniques, par exemple. On peut être beaucoup plus intelligent dans la manière dont on va aller discuter avec certaines populations et évidemment adapter les traitements et les thérapeutiques associés à ça. Donc ça aussi, c'est une révolution qui, je pense, alors en tout cas moi, me rend confiant sur la restauration de la confiance à terme. Voilà. Avant de rebondir sur ce sujet des nouvelles technologies, parce qu'évidemment on va en parler, Jean-David Zetoun, je rappelle que vous êtes médecin et entrepreneur, je vous ai vu prendre des notes pendant l'intervention, j'ai d'abord envie de vous demander, ça vous fait réagir tout ça? Alors oui, ça me fait réagir, je comprends très bien la façon dont les industriels vivent les choses, et effectivement qu'ils vivent les choses comme un paradoxe. Alors, je pense effectivement qu'il y a une différence entre la manière dont le grand public perçoit la qualité des produits et perçoit
les industriels en tant que personnes morales. Et ça, tu l'as dit, et c'est vrai. Quand vous demandez aux gens, quand vous allez chercher un médicament dans votre pharmacie, est-ce que vous pensez que ce médicament est un bon médicament et est-ce que c'est vraiment le médicament qu'on vous propose? Le niveau de confiance est très élevé. Et quand vous leur demandez, est-ce que les industriels du médicament, vous pensez que c'est des bonnes personnes? Là, effectivement, vous n'êtes pas bien classé. Et je pense que vous le vivez comme un paradoxe, mais qu'il y a quand même une explication à ça, c'est que les gens arrivent à dissocier votre compétence de votre comportement perçu. Et je pense que là encore, il y a des explications à ça, et notamment, je crois qu'il y a un problème d'autocritique. Et vous avez parlé en bien de votre industrie, ce que je comprends et ce que je soutiens à titre personnel, mais je pense aussi que l'industrie du médicament ou les industries des traitements en général doivent faire leur autocritique sur les deux principales choses que vous reprochent les gens, qui est premièrement, vous exagérez l'efficacité de vos produits et vous en minorez l'insécurité. Et deuxièmement, votre équation économique n'est pas transparente et elle est trop ambitieuse pour vous-même. Et je pense que, et ça vous ne l'avez pas dit depuis que vous avez parlé, et moi si j'avais un conseil à vous donner, c'est que je pense qu'il faut un peu violer vos habitudes et oser aller vers ça. Et les gens attendent ça, et je pense qu'ils sont capables de le comprendre si vous arrivez justement à mettre un peu plus de transparence sur votre autocritique. Et quand on discute en privé, tout le monde le fait. En public, c'est plus compliqué. Donc voilà, moi je pense que ça c'est important. Et si je reprends des exemples que vous avez donnés, par exemple le génome. Donc le génome, c'est vrai que sur le plan technologique, c'est une performance qui est très très importante, puisque le premier génome humain qui a été décrypté, c'était 3 ans, 1000 chercheurs, 3 milliards. Et aujourd'hui, c'est une machine, $100, et on a le décryptage, enfin on a le séquençage plutôt de son génome. Le problème du génome, c'est quoi? C'est que la promesse médicale, elle est toujours pas très bien délivrée. Et aujourd'hui, quand vous décryptez votre génome, par exemple, vous allez avoir une liste de paires de bases, mais la valeur informationnelle de ça est faible. Si vous regardez, par exemple, l'entreprise 23andMe, qui est donc une entreprise qui est très connue puisqu'elle a été fondée par la femme de l'ancien fondateur de Google, et puis donc c'est une entreprise qui fait du séquençage en direct au public. Et ben, cette entreprise, elle a été interdite par la FDA à un moment. Là, elle vient d'être réautorisée dans une niche extrêmement étroite de maladies rares. Et les gens de la Silicon Valley disent toujours que la régulation pénalise l'innovation, mais la réalité, c'est que la FDA, donc l'Agence américaine du médicament, avait envoyé 17 lettres à 23andMe pour leur dire « Arrêtez de faire ce que vous faites parce que l'information que vous délivrez est fausse ». Puis au bout d'un moment, ils ont dit « Bon, bah, ça suffit, on arrête, on interdit ». Et donc aujourd'hui, la génomique, c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est important. Maintenant, ce que vous n'avez pas dit, c'est que la plupart des essais cliniques de pharmacogénomique, c'est-à-dire les essais qui sont destinés à savoir si le séquençage préalable de votre génome améliore la décision de traitement, la plupart de ces essais sont plutôt négatifs en termes d'utilité clinique et en termes d'efficience, j'en parle même pas. Donc je pense que les gens vous critiquent parce qu'ils ont l'impression, parfois à tort, parfois à raison, que vous allez avoir tendance à sublimer l'efficacité de vos produits. Et puis il y a aussi le problème de la transparence sur les coûts et puis sur les prix futurs qu'on va proposer aux payeurs. Merci beaucoup. Alors, je vais évidemment vous laisser répondre, puisque j'ai vu qu'à votre tour, vous preniez consciencieusement les notes. Mais par contre, avec vous, Jean-David Zeitoun, je voudrais aborder, on vous donnera la parole, bien sûr. On a dit, tout ça va très vite, tout ça évolue. La question de l'intelligence artificielle en santé, dont on n'a pas encore parlé. Vous avez regardé un peu ça de près et vous allez partager vos réflexions là-dessus avec nous ce matin. Alors l'intelligence artificielle, bon, effectivement, ça c'est quelque chose qui technologiquement va très très vite. C'est l'intelligence artificielle en général qui va très vite, notamment depuis 2012, puisque depuis 2012, on a des technologies d'apprentissage profond qui deviennent extrêmement performantes dans ce que l'intelligence artificielle fait de mieux, c'est-à-dire la reconnaissance. Et la médecine profite de ça, et l'intelligence artificielle en médecine, c'est en train de devenir un sujet normal, c'est-à-dire que chaque année, maintenant, il y a des essais cliniques qui ressemblent aux essais cliniques des industriels, qui testent des produits d'intelligence artificielle médicale contre des standards, c'est-à-dire des panels de médecins, et qui, en général, sont en plus des experts de leur discipline, donc les meilleurs médecins possibles auxquels on puisse accéder, et qui montrent très régulièrement que les produits d'intelligence artificielle égalent ou surpassent les performances des médecins. Donc c'est en train de devenir un sujet normal, et ça devrait être à même
de renouer avec la confiance. Je pense que ça ne va pas arriver facilement ni rapidement pour 2, voire 3 raisons, si vous voulez, que je vais vous dire. La première raison, c'est qu'il y a un biais systématique de perception des erreurs de la machine, que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on a beau vous dire que la machine en moyenne va marcher aussi bien que vous, voire mieux que vous, quand elle va faire une erreur, elle va être moins acceptée. Il n'y a qu'à voir par exemple l'accident mortel qui a eu lieu avec une voiture autonome il y a quelques mois au Texas, qui a percuté une femme à vélo. Et on a dit, voyez, on vous l'avait dit, ça ne va pas marcher. En France, je crois qu'il doit y avoir entre 10 et 15 morts par jour d'accidents de la route. Personne n'en parle beaucoup. Et par contre, là, il y a eu une femme qui est morte au Texas sur une voiture autonome. C'était le 2e ou le 3e mort seulement lié à la voiture autonome. Et on en a parlé. Et on en a tellement parlé qu'aujourd'hui, les industriels de la voiture autonome ont reculé sur leurs ambitions d'automatisation, puisque vous savez qu'il y a une échelle de l'automation qui a été faite par une société savante d'ingénierie, et il y a une échelle qui va de 0 à 5, et aujourd'hui, même les industriels disent on n'ira jamais au-delà de 3, alors qu'avant, on nous disait qu'on serait à 5, c'est-à-dire automatisation totale. Et donc, ce biais de perception qui fait qu'on accepte moins les erreurs de la machine, c'est quelque chose qui va nous créer des problèmes et qui est d'autant plus difficile à gérer pour les industriels de l'intelligence artificielle que les algorithmes qui sont aujourd'hui les algorithmes stars, c'est-à-dire les algorithmes de machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, sont des algorithmes qui ont 2 caractéristiques très importantes qui sont l'opacité et la plasticité. Alors l'opacité, c'est parce que ce sont des... je pense que plein de gens ici en ont entendu parler, les algorithmes d'intelligence artificielle sont des boîtes noires. Et donc ce sont des algorithmes qui sont capables de prédire, mais qui n'expliquent pas, qui ne se justifient pas. Ils ne vous disent pas comment ils sont arrivés à un résultat donné. Et aujourd'hui, les chercheurs travaillent dessus, mais on n'a pas encore de bonnes solutions à ce côté boîte noire des algorithmes de machine learning. La deuxième caractéristique, c'est la plasticité, c'est-à-dire qu'ils changent tout le temps, au fur et à mesure qu'ils sont exposés à des nouvelles données. Donc, est-ce que vous avez envie de faire confiance facilement à quelque chose ou quelqu'un qui ne vous dit pas pourquoi il dit quelque chose et qui change tout le temps? Ça me paraît un peu contre-intuitif. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle, ça va facilement redonner confiance au système de santé ou à la prise en charge médicale. La deuxième raison, c'est que les produits d'intelligence artificielle médicale génèrent des nouveaux types de risques qu'ils ne gèrent pas. Et qu'aujourd'hui, pas grand monde ne se prépare à gérer, à ma connaissance. Et je pense notamment à un risque important, qui me paraît même à peu près certain, qui est la disruption des organisations. Il y a 25 ans, quand on a mis des ordinateurs dans les hôpitaux, ça s'est mal passé, et 25 ans plus tard, ça se passe encore assez mal. C'est quelque chose qui est mal vécu, ça perturbe la relation justement avec les patients, ça crée beaucoup de lourdeur, et ce n'est pas quelque chose qui est réputé pour avoir amélioré ni la qualité des soins, ni la qualité de vie au travail des soignants. Quand vous allez avoir dans les hôpitaux des dizaines de produits d'intelligence artificielle qui vont sans arrêt vous faire des prédictions que vous allez devoir challenger, qui vont vous envoyer des alertes, qui vont aussi faire des erreurs parce qu'ils en font, ils ne sont jamais à 100%, et que vous allez devoir gérer ça, je pense que ça va être difficile, et je ne suis pas sûr que ça va être quelque chose qui va énormément stimuler une confiance dans ce nouveau type de technologie. La troisième, et puis après je passerai la parole, raison pour laquelle les produits d'intelligence artificielle vont peut-être faire face à un moment à un déficit de confiance, alors c'est un petit peu plus subtil, c'est face aux payeurs. Aujourd'hui, les gens vous disent que les produits d'intelligence artificielle vont améliorer l'efficience des soins parce qu'ils vont améliorer la performance de la médecine, c'est-à-dire la précision de la médecine et de ses prédictions. C'est relativement contradictoire avec l'ensemble de l'histoire de la technologie en médecine. C'est-à-dire que la technologie en médecine, ça a presque toujours amélioré la santé des gens, mais ça a presque toujours amené des coûts supplémentaires. Et c'est normal, c'est pas fait pour faire des économies, c'est fait pour améliorer la santé. Et aujourd'hui, les gens qui développent des produits d'intelligence artificielle médicale disent que ça va améliorer l'efficience du système, sauf que premièrement, eh bien, plus on a de données pour traiter les gens et plus on les traite ou plus on les prend en charge et plus ça coûte cher souvent. Et deuxièmement, si jamais le système n'est pas préparé à absorber ça, il va mal le gérer et ça va entraîner des surcoûts qui sont évitables. Et là, le payeur, à un moment, il va peut-être s'énerver. Merci beaucoup, Jean-Denis.
Alors, dans l'ordre, et avant de prendre vos questions, on va peut-être laisser Frédéric Koller répondre à cette demande d'autocritique. Alors, je vais me couvrir de cendres, Voilà. je l'assume. Non, je pense que Jean-David m'a provoqué avec il y a vraiment deux questions. Il y a la question de la transparence et il y a la question dite de médico-éco. D'abord, j'ai commencé tout à l'heure par dire à quel point plus la promesse est élevée, plus ce besoin de transparence est également important pour expliciter. Et à la notion, et je suis absolument d'accord avec toi. Maintenant, à la notion de transparence, je voudrais lier la notion de transparence à la notion de tolérance. La notion de tolérance, c'est est-ce qu'on peut accepter également de dire n'importe quoi sur des sujets aussi importants que ceux de la santé. Et je pense, rappelez-vous, en 2018, 55% des Français étaient persuadés que lorsque la ministre de la Santé a annoncé cette vague de vaccins, que c'était pour des raisons de collusion entre elle et l'industrie. C'est quand même, c'est absurde, c'est incroyable. 55% des Français, c'est pas une petite minorité, c'est plus de la moitié des Français, plus d'un Français sur deux pensait que la ministre avait des collusions et telle avec l'industrie qu'elle voulait favoriser une vague de vaccins. C'est à peu près, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais rappelons-nous qu'il y a 3 pays dans le monde dans lesquels la polio n'est pas éradiquée, c'est l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Pour des raisons idéologiques qu'on comprend très bien. Je pense qu'il faut y prendre garde quand même. Il faut avoir un tout petit peu de rigueur dans un débat comme celui-ci. Et tous, à commencer par nous, devons faire un meilleur effort pour expliciter et pour être certainement plus transparent, mais également être plus explicite et ne pas sombrer et ne pas accepter non plus, avoir un peu de rigueur et ne pas accepter n'importe quel débat et le grand n'importe quoi. C'est pas acceptable. Maintenant, le deuxième sujet, c'est la médico-éco, sur lequel tu disais effectivement qu'on a un effort à faire. Et sur la médico-éco, je suis absolument d'accord avec toi. Et je veux préciser quelque chose. Quand on parle, et là on est dans un environnement d'économistes, quand on parle de valeur, quand on parle d'économie en médicaments, on parle de 3 notions complètement différentes. On parle du prix. Alors le prix, c'est celui qu'on voit dans les journaux, c'est le prix. Alors effectivement, bien souvent, on compare un prix, et on peut comparer à celui de sa voiture. Un traitement à 300 000 euros. Ah, mais c'est incroyable, un traitement à 300 000 euros. Mais personne ne sait ce qu'est un traitement à 300 000 euros. On le distingue, il ne fait pas la même chose que la notion de coût, parce qu'entre ce traitement et ce qu'il coûte à la collectivité, et en particulier avec les discussions et les accords qui peuvent être passés avec les autorités de santé, déjà entre le prix et le coût, on ne parle pas de la même chose. Et enfin, on ne parle pas de la valeur. Et quand on parle de valeur, je voudrais prendre, c'est-à-dire, on ne fait jamais l'amalgame, enfin le rapprochement, pardon, entre le coût d'un côté et à quoi il se substitue. Je prends un exemple. On est aujourd'hui dans le domaine des thérapies géniques, mais je pourrais prendre l'exemple de l'hépatite C. On substitue un traitement en une injection qui va guérir des patients pour la vie entière, et ce traitement-là, en une seule injection, va se substituer à des années de traitement chronique qui coûtent beaucoup plus cher que ce traitement unique. Donc, bien souvent, ces innovations, aujourd'hui, dont on doit se réjouir de leur impact, de leur puissance, ne sont pas relativisées par rapport au coût précédent. Donc, je pense que je suis absolument d'accord avec toi. Néanmoins, il est également important d'avoir un tout petit peu de rigueur dans ce débat-là pour remettre les termes de l'équation et en particulier de pouvoir comparer ce qu'on appelle ce que les gens voient du prix avec la véritable valeur et à quoi il se substitue. Et c'est ça la notion de valeur sur laquelle nous devons collectivement faire un meilleur effort, oui pour apporter de la transparence, oui pour l'expliciter, mais également pour la rendre tangible et explicite pour tous les citoyens, assurés sociaux et patients que nous sommes tous. Bon, on va dire que vous êtes presque d'accord. Oui, vous vouliez aussi rajouter un petit mot? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, je voudrais revenir sur ce que disait Jean-David tout à l'heure sur la critique, et la critique est toujours salutaire, mais en particulier sur l'exagération de l'efficacité. Alors ça, c'est un élément que j'achète pas, ou en tout cas qu'il faut, à mon avis, plus acheter. Pourquoi? Parce que imaginez, enfin, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, le parcours du combattant pour un chercheur, un développeur,
dans l'industrie pharmaceutique pour prouver quelque chose et à la fin du fin avoir un produit qui va arriver sur le marché. C'est quelque chose qui dure des années, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, des dizaines d'années. Et en fait, c'est un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire que vous allez voir les autorités, vous dites, écoutez, je voudrais montrer j'ai un produit qui potentiellement peut marcher dans telle pathologie, je voudrais faire ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Et alors là, vous avez les autorités qui vous disent, non, non, si vous faites ça, ça va pas le faire. Donc en fait, vous avez un premier élément de discussion scientifique et technique. Et puis, au fur et à mesure du développement, vous allez arriver comme ça vers des challenges en permanence sur la manière dont vous traitez pour arriver justement à des conclusions les plus fiables et saines possibles sur la mesure de l'efficacité. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un monde où la manière dont on va démontrer l'efficacité de ce qu'on fait est extrêmement professionnelle, extrêmement encadrée et extrêmement saine. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a deux éléments qui peuvent expliciter un petit peu votre commentaire. Le premier, c'est qu'on a tendance, et ça c'est vrai, à pas tellement communiquer et parler des sujets sur lesquels ça marche pas. Alors ça donne aussi une impression, mais il faut reconnaître que c'est un petit peu moins enthousiasmant de parler des choses qui ne marchent pas. J'aurais pu vous parler tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, sciemment, des échecs répétés sur les traitements sur la maladie d'Alzheimer. On ne comprend pas bien le mécanisme physiopathologique. Alors, on arrive à voir les plaques amyloïdes, etc. On connaît plein de choses sur la maladie d'Alzheimer, mais on ne comprend pas quelle est la cause, l'origine. Et donc, tout ça, ça amène en fait à une quantité d'études cliniques, donc de tests, qui n'ont pas marché, tout simplement. Donc, on est vraiment... Donc, c'est vrai qu'on ne communique pas forcément... Alors, l'information est disponible, mais on ne communique pas là-dessus. Et puis, le deuxième élément, c'est que quand on est amené à une révolution, je vais vous prendre l'immunothérapie qui a révolutionné pour partie. Ça a été très vite là aussi. Le prix Nobel d'ailleurs qui a été attribué sur ce sujet-là l'année dernière ou cette année. Donc les publications datent d'il y a une quinzaine d'années. Et on a maintenant de l'immunothérapie qui a fait faire un bond en termes de traitement dans certaines pathologies, dans certains cancers. Donc c'est de ce point de vue-là assez miraculeux. Mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Et donc on a un produit qui amène un bénéfice thérapeutique évident. On a augmenté les taux de rémission sur certains cancers de 10, 20, 30, 40, 50, 60%, mais ce n'est pas le miracle. Et par contre, c'est comme ça souvent que c'est présenté. C'est-à-dire, je me rappelle d'un titre, la fin, la révolution, la fin du cancer. Mais ce n'est pas les chercheurs qui ont communiqué là-dessus. C'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, Béatrice. Mais Oui. moi, peut-être, je veux juste ce paradoxe-là. Si jamais on prend par exemple le VIH, la question du VIH, depuis plusieurs années, au départ, quand le premier traitement a été trouvé, il coûtait $20 000 par an. Aujourd'hui, c'est 300. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Et en même temps, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on essaye de trouver un vaccin contre le sida et qu'on n'en a toujours pas trouvé. Et que Bill Gates, je travaille pour sa fondation, quand on lui demande quel est son plus grand regret, c'est de ne pas y être arrivé plus tôt, mais il continue et un jour, il espère quand même qu'il y en aura un. Donc je pense que même dans un même problème, il peut y avoir des avancées salutaires et encore des problèmes. Je voulais juste revenir en 2 mots sur ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle et le fait que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux risque de pas forcément bien se passer parce que justement les ordinateurs, ça avait déjà été un problème. Je pense que justement c'est peut-être en Afrique qu'il peut y avoir ce leapfrog parce qu'il n'y a pas des tonnes d'hôpitaux avec des tonnes de gens déjà dedans et que finalement, vous parlez du Rwanda, il y a aussi une forme d'intelligence artificielle qui s'est mise en place au Rwanda où ça permet d'accélérer le temps où sur des pathologies assez simples, justement, la machine va pouvoir permettre à plus de personnes d'abord d'être sûr d'avoir quelqu'un entre guillemets qui soit là pour savoir et pour pouvoir les orienter et ensuite trouver des solutions. Et inversement, on a vu dans plusieurs expérimentations sur plusieurs années que le fait d'avoir des hommes pouvait des fois attirer moins de confiance. On discutait tout à l'heure d'un problème qui a été un problème majeur justement sur la lutte pour l'éradication de la polio. C'est qu'au moment où les États-Unis cherchaient Ben Laden en Afghanistan,
les services secrets américains se sont fait passer pour une équipe de vaccination de polio en Afghanistan. Et ils l'ont capturé. Et vous pouvez imaginer après la difficulté et le danger que court chacune de ces équipes, parce que la polio n'est pas du tout éradiquée, et c'est d'ailleurs en train, enfin bon, c'est très compliqué d'arriver à trouver les dernières personnes qu'il faut vacciner plusieurs fois. Donc ça a justement détruit la confiance d'un coup. Sur la contraception et l'accès au planning familial, pendant très longtemps, ou même les vaccins, on a cru qu'on voulait stériliser les populations. Et donc finalement, je pense que la question de la confiance, elle se crée au-delà de la différence entre humain et technologique, mais vraiment dans l'explication de tout ce qui peut faire qu'on puisse atteindre ensemble un même objectif. Merci Béatrice pour cet éclairage. On a un micro, on prend 2-3 questions, il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Monsieur, je ne vois pas très bien, mais monsieur là, où est-ce qu'il est le micro, mademoiselle? Merci. Bonjour, je suis Jérôme Bourreau, j'ai créé une société qui est une intelligence artificielle médicale. En fait, je trouve que dans ce débat, il manque alors on a parlé d'autocritique des boîtes de pharmacie, je n'ai pas entendu parler d'autocritique des professionnels de santé. C'est qu'en fait aujourd'hui, on a quand même dans notre système de santé 200 000 médecins, 600 000 infirmières, et on entend encore parler de gros problèmes d'urgence. Moi, en tant que fondateur d'une boîte d'IA médicale, j'ai beaucoup de mal à essayer d'utiliser ma solution avec des médecins en France. En Suisse, ça marche, et effectivement en Afrique, je pense que ça marche très bien. Je pense qu'il y a une grosse peur des médecins d'utiliser des nouvelles technologies. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, puisque vous, en fait, vous êtes des deux côtés de cette nouvelle donne pour les médecins. Oui, alors effectivement, les médecins, c'est une profession qui est souvent paradoxale parce qu'elle est à la fois apte à l'innovation et en même temps très conservatrice par rapport à certains comportements. Après, je pense que c'est en train de changer pas mal en France, ne serait-ce que Doctolib, par exemple, qui est une entreprise totalement basse sur le plan technologique. Mais, oui, mais tu dis ça, mais il y a 10 ans, quand on disait à un médecin, il y a quelqu'un qui va gérer ton agenda, c'était impensable. Et aujourd'hui, c'est une banalisation. Donc, je pense, je termine, après je te laisse répondre. Donc, je pense que globalement, à la fois par un effet générationnel et puis parce que tout le monde se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir quelque chose qui est très intéressant médicalement, je ne pense pas que les médecins français soient, mais c'est peut-être contradictoire avec ton expérience, soient les moins appétents pour essayer des nouvelles technologies. Et honnêtement, je te dis ça parce que moi, je connais plein de médecins qui créent des startups, parce que même dans les hôpitaux, je connais des PUPH qui viennent me voir en me disant « tu peux pas m'aider, j'essaye de créer une boîte, etc. » Et donc, je pense que la vague digitale n'a pas été bien prise par l'industrie médicale en général, mais concernant l'intelligence artificielle, je pense que si on s'y prend correctement, on va pas être spécifiquement en retard en France par rapport à la plupart des autres pays. Peut-être, est-ce que je peux juste un commentaire? Je pense qu'il y a aussi sur le sujet un point qui est important. Pardon, c'est pas grave. Il y a aussi un point peut-être qui peut compléter ce que tu dis sur la formation. Et c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui, dans les études de médecine, toute cette notion de digital, d'intelligence artificielle, de la pratique en fait réelle de la médecine que ces jeunes vont pratiquer dans les années qui viennent, n'est pas du tout intégrée. Et je pense que ça commence, ou très progressivement, mais enfin, ça commence vraiment à partir de là. Merci. Une deuxième question. Les bras sont levés là-bas au fond. Bon, oui. Madame, je suis désolée, je ne vous vois pas en fait. Voilà, merci. Ouais. Bonjour, vous avez dit que l'intelligence artificielle, ça a augmenté l'efficacité, mais ça a augmenté aussi les coûts et que peut-être pour les payeurs, ça serait difficile. Alors ma question, elle est, est-ce que ce que permet l'IA en matière de prévention ne permettrait pas de d'échanger des datas contre des paiements? Je prends un exemple. Nous nous intéressons à la prévention de l'autonomie pour les seniors et nous pensons qu'il y a un modèle disruptif qui permettrait de finalement faire en sorte que la problématique de la prévention l'emporte sur la mutualisation des risques en faisant des mutuelles, des organes et des assurances,
des organismes capables d'offrir des bouquets de services quasiment gratuits en échange de l'IA et des objets connectés. Et à ce moment-là, l'écosystème de la silver economy pourrait se mettre en route parce que les startups, les Legrand, tous les gens qui permettent de fournir des services et des objets connectés pourraient les fournir sous forme de bouquets aux mutuelles qui, à ce moment-là, les donneraient gratuitement en échange des datas. Et ça abaisserait énormément les coûts. Je prends un exemple, les fractures, ça coûte 8 000 € l'hospitalisation, il y a 2 millions de fractures par an, ça fait 16 milliards. On cherche 9 milliards aujourd'hui avec le rapport Libaud. Alors c'est une question qui est multiple, c'est pas facile de répondre. Premièrement, l'intelligence artificielle ne s'intéresse pas beaucoup à la prévention. Non mais si vous regardez quantitativement les articles et les études cliniques, c'est plus des études de traitement que des études de prévention. C'est difficile de faire des essais cliniques sur la prévention pour une raison très simple, c'est que les complications surviennent rarement et donc il faut d'énormes populations pour avoir la puissance statistique nécessaire à démontrer la performance de votre outil. Donc, de façon générale, pas grand monde ne s'intéresse à la prévention et l'intelligence artificielle s'intéresse moins à la prévention qu'au traitement. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai décidé. Deuxièmement, la prévention, effectivement, c'est une question de données. Maintenant, c'est aussi une question de comportement. Et ça, les industriels de l'intelligence artificielle n'ont pas de contrôle sur les comportements des parties prenantes en général, c'est-à-dire pas seulement les patients, mais aussi les médecins, mais aussi les payeurs qui ne donnent pas les bonnes incitations financières pour faire de la prévention. Donc, c'est un outil facilitateur pour augmenter la qualité de nos connaissances sur la prévention, mais je pense qu'il y a une chaîne d'événements ensuite qui doit apparaître pour que ça se matérialise, qui ne dépend pas de ces industriels, et je ne suis pas sûr que ça va arriver. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on me fait signe qu'on arrive à la fin de ce débat. Je suis désolée. Et donc la parole finale, elle va à Pierre-Yves Geoffard, notre membre du cercle, qui va conclure cette table ronde. Oui, alors il reste combien de temps? Il reste 3 2 minutes. Alors je donne très volontiers mes 2 minutes à la salle. Avec plaisir. Parce que, Alors mademoiselle, ça me paraît beaucoup plus important de continuer le débat que... Voilà. Monsieur, les micros, s'il vous plaît. Merci. là-bas. On prend les deux questions, monsieur là-haut et mademoiselle au milieu. On les prend en même temps. Oui, bonjour. Vous avez dit des choses formidables. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, d'explosion technologique, de révolution thérapeutique, d'accès à l'information, de révolution digitale. Vous avez dit aussi que la santé est devenue un droit. Mais est-ce que vous avez le sentiment que dans ce droit, le droit du patient, le droit de son information, le droit d'être au centre de son soin est respecté? Personnellement, j'ai collaboré pendant 9 ans dans un EHPAD. J'ai accompagné des gens en parcours hospitalier et je ne suis pas assuré que le patient soit vraiment mis au centre de son soin et informé de ce qu'on lui fait. Alors, les médicaments, leur efficacité, etc. Mais si on en revient à la confiance et la thématique de ce débat, confiance, étymologiquement, ça veut dire se fier avec. Et pour se fier avec, ça veut dire confier à quelqu'un ce qu'on a de plus précieux et s'abandonner à sa bienveillance et à son savoir-faire. Je ne suis pas assuré de ce que j'ai vécu, que le patient, le résident, appelez ça comme vous voulez, en hospitalisation en EHPAD, soit assuré d'être assuré. Ok, merci pour votre témoignage. La parole aux étudiants, la jeune fille là, au milieu, s'il vous plaît. Merci. Et on laissera ensuite répondre pour clore cette table ronde. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, j'ai constaté, je ne sais pas à quelle échelle est-ce que c'est vrai, autour de moi un repli vers des méthodes naturelles parce qu'il n'y a pas de confiance en fait, dans ces médicaments qui sont de plus en plus complexes et les soins également. Est-ce que vous voyez ça comme un recul ou bien au contraire un facteur d'innovation, notamment pour créer de nouveaux produits qui sont plus proches des plantes? Est-ce que voilà, c'est un recul ou au contraire un facteur d'innovation? Super, merci beaucoup. Très bonne question.
Allez, D'accord, bon, allez, je en la- quelques phrases, on vous laisse répondre Bah, à non, tout non, ça. mais vas-y, non, il y a un médecin là qui va répondre à ça très bien. Non, sur le retour toutes les bonnes dans le progrès thérapeutique, toutes les bonnes idées sont à prendre. Donc le retour ou l'utilisation de médecine traditionnelle ou la réflexion sur les médecines traditionnelles, c'est franchement bon à prendre. Et ce qui se passe en Chine en particulier, il y a eu des tas d'études là-dessus. Maintenant, il faut aussi regarder ça avec une certaine prudence, puisque à la fin du fin, la confiance, c'est démontrer l'efficacité de ce dont on parle. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut évidemment être ouvert à toutes les bonnes idées et les bonnes propositions. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait un rationnel derrière et surtout qu'on soit capable, on l'a illustré sur l'intelligence artificielle, qu'on soit capable de démontrer les choses. Parce qu'après, si on n'est pas dans la capacité de démontrer, on est dans la croyance, ce qui n'est pas une... mais c'est un autre débat. Allez, il y en a un qui attrape le micro et qui fait le mot de la fin, parce que là, on nous met temps écoulé. Oui. Allez. Merci à tous pour ce débat. Merci à vous d'être venus. J'ai un vous petit passionner par ce regret, c'est qu'on sujet. n'ait pas assez entendu la voix des patients. Parce que c'est vrai que c'est sur ces questions-là, on aimerait aussi avoir, de manière centrale peut-être, la voix des patients qui exprime les raisons pour lesquelles ils peuvent avoir confiance ou moins confiance. Ce qui veut dire qu'il faudra continuer ces débats, continuer ces échanges, et j'espère que ce sera le cas lors de prochaines rencontres. Merci à tous. Merci à tous.